Je vais directement vous inviter à me suivre dans l'atelier et dans ma tête, et voilà, afin de vous présenter mon travail et ma démarche. Et ensuite, j'essaierai de répondre à la question posée par le titre de la conférence. Le théoricien, le philosophe, l'historien, le sociologue qui étudie, analyse, décortique l'art, nous démontre que celui est une construction. Mais qu'est-ce que l'artiste qui produit des œuvres a de singulier à dire à ce sujet ? Quelle est sa démarche théorique, sa démarche pratique, et de quel artiste parle-t-on ? Celui qui pratique la peinture, la sculpture, la musique, ou encore le plasticien qui innove à la recherche de nouvelles formes esthétiques ? L'artiste peut ainsi être considéré comme un chercheur, un inventeur, prêt à emprunter des chemins de traverse, des routes inexplorées, en recourant à sa sensibilité, au hasard, à l'accident, parfois même à la destruction. Mais qu'entend-on exactement par construction quand on aborde cette notion d'un point de vue esthétique ? Au sens propre, la construction est soit l'action de construire, soit son résultat, c'est-à-dire la chose réalisée. En ce sens, elle relève de l'art d'architecture. Au sens figuré, la construction d'une œuvre d'art est l'agencement des éléments de l'œuvre entre eux. Elle est donc très voisine de la structure. Construction peut aussi désigner le processus créateur de l'artiste, à travers le déroulement temporel de son travail. Un synonyme serait « making of ». Pour illustrer mon propos, je vais vous présenter le making-of, la construction, d'un projet de sculpture achevé en 2020 et qui m'a occupé pendant près d'un an, ayant abouti à une exposition dans le jardin du Palais des Papes d'Avignon. Ensuite, j'aborderai l'exposé sous l'angle de la représentation de la construction, quand le monument devient lui-même un sujet de peinture, de sculpture ou d'installation. Enfin, je tenterai de répondre à la question posée par le titre de cette conférence, « Les artistes contemporains rêvent-ils de construire des cathédrales ?» En 2019, j'ai reçu la commande d'un collectionneur passionné de sculpture et de gorilles. Pour lui, j'ai taillé dans un bloc de marbre gris un gorille à dos argenté, mesurant 1,50 m et pesant 1,3 tonne. Le travail s'est déroulé en plusieurs étapes. Tout d'abord, les dessins d'études permettant de me familiariser avec le sujet. Dessins de tête, de silhouette, de détails, réalisés d'après photo, études des squelettes pour comprendre l'anatomie et les proportions. Étude des expressions, notamment au travers des postures et des regards. Puis j'ai réalisé des maquettes à différentes échelles pour mieux travailler la position du corps. Ce corps est légèrement déhanché, comme une statue grecque. Le gorille est assis sur ses pattes arrière, mais prêt à se relever, à bondir. Le tout modelé en argile en petit format pour l'étude, puis agrandi au tiers de la dimension finale de la sculpture, et moulé en plâtre, puis enfin réalisé à l'échelle 1 en mousse avec un travail plus poussé en argile sur la face pour la détermination de l'expression. Le gorille ouvre grand ses mâchoires, toutes canines dehors, dans une expression d'intimidation ou de colère. Ce prototype en grand format, une fois terminé, a servi de modèle de référence pour la taille de la sculpture dans le bloc de pierre. Le procédé consiste à relever au moyen d'un compas tridimensionnel un très grand nombre de points sur la surface du modèle et à les reporter dans la pierre afin de dégrossir la forme comme on le voit sur la photo. C'est la méthode la plus courante pour la réalisation d'une sculpture en pierre, utilisée par tous les artistes depuis l'Antiquité. Certes, aujourd'hui, l'outillage est plus performant, constitué de meuleuses électriques, burins pneumatiques, disques et fraises en diamant. Le compas tridimensionnel a remplacé la règle et l'équerre, mais la méthode reste la même qu'à l'époque de Michel-Ange ou de Rodin. Le travail est toujours aussi fastidieux, lent et pénible. Il faut supporter le bruit des outils, la poussière, les chocs et les vibrations. D'ailleurs, certains maîtres, comme Rodin, se concentraient sur le modelage en argile et sous-traitaient le moulage des plâtres et la taille des marbres à des praticiens, comme on les appelait. Certains de ces praticiens étaient eux-mêmes des artistes accomplis, et on connaît notamment ceux qui ont travaillé pour Rodin et dont les noms sont restés célèbres. Je pense en particulier à Camille Claudel ou Antoine Bourdelle. Ce travail a-t-il encore un sens au XXIe siècle alors que les robots et autres outils à commande numérique sont aussi capables de le réaliser ? Tout d'abord, tout dépend de la dimension du bloc car les postes numériques sont souvent limités en taille. Et puis un modèle n'est jamais qu'un brouillon. L'objectif n'est pas de le reproduire à l'identique dans le marbre, mais seulement de s'en inspirer en utilisant toutes les opportunités offertes par le matériau pour en dévier et s'en émanciper. La taille est plus une transposition, une adaptation, une traduction qu'une simple reproduction à l'identique. C'est un réel processus créatif. D'où l'enjeu de le réaliser soi-même, aussi difficile soit-il. Quel est le récit qui a accompagné ce projet ? Quelle fut sa construction intellectuelle ? Le challenge dépassait de loin la simple dimension matérielle du projet.
Il ne s'agissait pas seulement, comme l'écrit l'historien d'art Paul Ardenne, de se colleter avec le marbre gris, roche d'une exceptionnelle dureté, pour en extraire par soustraction de matière le volume d'un gorille en pierre, une représentation le volume d'un gorille en pierre. Encore fallait-il corriger la représentation même du gorille, une représentation dévoyée et travestie dans les mentalités. Comment considérer le gorille, avec quel regard? Un regard d'humain du XXIe siècle, à un moment où la nouvelle Jeanne d'Arc s'appelle Greta Thunberg, et où les combats sont de première urgence contre les prédateurs de tout genre et de toute forme d'écocide. Non que la démarche soit strictement écologique, l'art dit écologique a ses règles, à commencer souvent par son inscription physique dans l'environnement naturel, elle n'en est pas moins dictée par cette décence commune dont parle George Orwell, devant servir de carburant à l'éthique du moment. Le gorille a été exposé pendant plusieurs mois dans le jardin du Palais des Papes d'Avignon, où il est entré en résonance avec le monument et son histoire. Son cri se mêlait à celui des gargouilles et faisait revivre l'histoire de ce jardin qui hébergea une ménagerie exotique et sauvage à l'époque des papes. La création de la sculpture, de l'ébauche de la forme dans le bloc aux finitions, ont fait l'objet d'un reportage photographique qui a lui-même produit une œuvre sous la forme d'un livre intitulé Etchegoria, ce qui montre que l'acte de création est tout aussi intéressant que la création elle-même. Passons maintenant au deuxième point de l'exposé, qui traite l'architecture, les constructions, comme un sujet de représentation. J'ai toujours été fasciné par l'architecture, comme pourraient le prouver ma photothèque et ma bibliothèque qui débordent d'images et de livres sur les ponts, les tours, les arches, les coupoles, les façades, les buildings. Au-delà de ces aspects techniques et géométriques, ô combien fascinants, le monument représenté fonctionne comme un symbole. Symbole politique, culturel, historique. Il peut s'identifier à une personne dont on ferait le portrait, on peut aussi le traiter comme un autoportrait. Prenons comme exemple ce tableau représentant la façade du palais de l'Institut de France, où siègent notamment l'Académie française et l'Académie des Beaux-Arts. Le tableau en aluminium découpé au laser laisse voir en arrière-plan une fourrure. Son titre, Derrière la façade, évoque ironiquement les contradictions de la nature humaine et les limites de ses aspirations. La façade symbolise en effet les hautes ambitions de l'esprit, ambition morale, esthétique, philosophique, tandis que la fourrure symbolise l'enracinement dans un corps sensible et sensuel. En somme, une œuvre pascalienne qui oppose l'ange et la bête. À droite, un autre bas-relief en travertin représente un temple antique vu en perspective et comme soulevé du sol. Sous sa base, un escalier est taillé à l'envers. C'est une sorte d'architecture impossible. Le bas-relief est sculpté dans des cubes juste posés les uns sur les autres, empilés mais démontables. Telle une anamorphose, la figure du temple apparaît clairement de face et disparaît lorsqu'on le regarde de côté. Ici, le temple, qui est le symbole de la cité et des institutions, a une dimension politique. Chaque bloc est solide comme le roc, mais l'ensemble est fragile. Un choc peut le faire vaciller. Il tient debout comme par miracle, depuis longtemps, mais on perçoit aussi les stigmates du temps. L'œuvre est traversée de forces contraires, solidité et fragilité, unité et division. Notre enjeu dans la création des œuvres en volume, c'est d'arriver à faire tenir la matière, à la dresser, l'ériger et aussi lui donner une allure légère et aérienne alors qu'elle est soumise à la loi de la gravité. Et dans le cas de la céramique, pas seulement au moment T du modelage, mais aussi ultérieurement au séchage et à la cuisson, quand des cassures peuvent arriver. On retrouve les mêmes possibilités que dans l'architecture, à savoir le jeu avec les lignes verticales et horizontales, mais aussi les courbes, comme on peut le voir sur la photo de droite. Dans la représentation de l'architecture, ce qui m'intéresse plus que tout, c'est la possibilité d'apporter des mutations au monument, en donnant par exemple à sa silhouette une allure anthropomorphe. La sculpture intitulée La danse du château s'inspire du château de Tarascon, où elle a été présentée dans le cadre de l'exposition Bêtes, monstres et bestioles en 2012. Mais elle pousse encore plus loin la référence au château du roi René, en s'inspirant de plusieurs enluminures issues de son ouvrage paru en 1455, Le mortifiement de Vaine-Plaisance, qu'on voit à droite sur cette diapositive. On voit dans cette enluminure des personnages représentant les vertus théologales infliger le supplice de la crucifixion à un cœur avec moult gouttes et effusions de sang. Ce sont ces ruissellements qui sont reproduits
sur la seconde phase de la sculpture qu'on voit ici à droite. Donc ce sont des dégoulinures dans la même matière que l'ensemble. Donc en fait c'est une sculpture qui est réalisée en plâtre. Enfin elle a d'abord été modelée en argile puis moulée. Et sur le tirage en plâtre, j'ai fait couler goutte à goutte toutes ces dégoulinures verticales jusqu'à créer cet effet voilà, de dégoulinure, quelque chose qui tombe vers le bas et quelque chose d'assez... enfin on peut presque ressentir une forme de douleur qui me permettait en fait de faire un dialogue avec l'enluminure du mortifiement de Veine Plaisance. Et dans ce livre, il y avait, j'en ai pris une seule, mais il y en avait toute une série avec différentes vues, différents plans, enfin toutes assez, enfin vraiment frappantes où on voyait le cœur crucifié. Voilà. Je vais maintenant vous présenter une autre exposition que j'ai également faite au château de Tarascon. Il s'agissait d'un projet dans lequel j'ai réalisé une hybridation entre l'architecture et l'organisme et la notion d'organisme vivant. Le principe de l'hybridation est décliné à plusieurs niveaux puisque l'exposition est construite autour d'un monument, le château de Tarascon, et d'un conte, le singe pèlerin, et que la technique de travail est inspirée de celle de l'architecte qui a conçu le Guggenheim de Bilbao et plusieurs autres musées cathédrales. Je veux parler de Frank Gehry. Pour l'exposition « Si les châteaux m'étaient comptés » en 2015 par le château de Tarascon, avec qui j'ai donc collaboré pour la deuxième fois, j'ai construit une installation dont l'élément central était une sculpture monumentale intitulée le Château-Cœur, que l'on peut voir à droite de la diapositive. Cette vision fantasmagorique du château de Tarascon est une architecture vivante et palpitante, une forteresse transfigurée, un cœur d'amour sculpté, habité de personnages simiesques, tout droit sortis d'un conte chinois. Les lignes orthogonales et strictes du bâtiment se sont transformées pour lui conférer un aspect charnel et sensuel. Un bras qui pousse à la surface du château évoque la présence de la femme ou de l'homme qui l'habite, qui étreint et qui s'y love aussi. Encore une fois, l'exposition est construite autour du château de Tarascon, monument ayant appartenu à René d'Anjou, l'auteur du livre du cœur d'amour épris, et d'un personnage imaginaire, le roi des singes, dont l'histoire est contée dans une épopée féerique et burlesque, écrite par un lettré chinois au XVIIe siècle. Je vais commenter les photos en commençant à droite avec le château-cœur, dont on verra après les différentes étapes de construction. Le château-cœur est taillé dans un bloc de résine laquée et est exposé au-dessus d'une plateforme ronde recouverte d'un miroir, pour qu'on puisse y voir, photo du milieu, le reflet d'un bébé singe qui vient de naître. C'est le fameux singe pèlerin du conte chinois, né d'un œuf de pierre sur la montagne aux 1000 fleurs. Ce singe peu ordinaire commence par se nommer magnifique roi des singes, puis, animé par le désir d'immortalité, essaye de s'élever toujours plus haut par des manœuvres toujours plus sournoises. Pour ses impudences, il sera puni et emprisonné sous une montagne. 500 ans plus tard, on lui propose de racheter ses méfaits passés en accompagnant un moine et ses 2 disciples dans leur longue pérégrination dangereuse et difficile vers les contrées de l'Occident pour retrouver les saintes écritures qui permettront de sauver l'humanité. Ce voyage plein de péripéties le mènera sur la voie de la sagesse et de l'éveil. C'est le personnage illuminé qu'il est devenu à la fin de ce voyage initiatique que j'ai représenté à gauche avec sa tête de singe et son tout nouveau corps de divinité. Dans les photos suivantes, on voit à gauche une enluminure du livre du cœur d'amour épris de René d'Anjou, dans une scène savoureuse où 2 femmes censées représenter les vertus prennent au piège de leur filet les cœurs volants. Sur la photo suivante, la couverture du singe pèlerin, le conte chinois qui a inspiré les personnages de l'exposition. Puis des gargouilles à qui mes sculptures rendent hommage. La diapo suivante est remplie d'extraits des carnets dans lesquels je notais mes idées sur les différents aspects du projet. Considérations sur les contes de fées, La Belle et la Bête, Cendrillon, La Belle au bois dormant, le livre de Bruno Bettelheim, La psychanalyse des contes de fées, le processus de travail de Frank Gehry, découvert notamment grâce à un documentaire de Sidney Pollack sorti en 2006 intitulé Esquisse de Frank Gehry, et des réflexions personnelles au sujet de la forme de l'exposition. On voit maintenant les étapes préparatoires du projet. Dessin en situation, avec le château représenté dans la pièce où était prévue l'exposition. Un château légèrement tordu et des bras qui en sortent, car je tenais à raccrocher de l'humain à l'architecture. Puis un modèle en argile, ensuite scanné numériquement. Le scan a été retravaillé par ordinateur. Le modèle en argile était construit sur un étage, et dans la version numérique, un étage supplémentaire est ajouté, ainsi que des déformations et des torsions. Puis la forme est dégrossie par usinage dans un bloc de résine
dans une entreprise à l'autre bout de la France, expédiée à l'atelier, où l'on me voit en train de faire les finitions. La sculpture sera ensuite laquée et vernie dans un ton-pierre. Comment répondre maintenant à la question posée par le titre de la conférence « Les artistes contemporains rêvent-ils de construire des cathédrales ?» Si l'on considère la cathédrale comme un summum esthétique et technique de l'architecture, de la sculpture, de la peinture ou des arts décoratifs, on peut alors la prendre comme métaphore d'une œuvre qui ravit tous les sens et prépare au recueillement, à l'amour et à l'exaltation. Complexe, construite et belle, elle est l'exemple de ce qu'une œuvre d'art peut avoir de plus transcendant. En ce sens, les grands artistes, ces génies prolifiques, n'ont de cesse de construire des cathédrales. Van Gogh, Rodin, Monet, Picasso, Rothko, Warhol, Basquiat. Certaines œuvres ont la capacité de provoquer chez le spectateur une résonance intérieure, pour reprendre une formule utilisée par Vassili Kandinsky dans son livre « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier », paru en 1910. Pour lui, le but de l'art est de parler à l'âme, la faire vibrer, bien au-delà des moyens techniques mis en œuvre pour sa réalisation. L'artiste belge Wim Delvoye est l'auteur de cette sculpture mi-bulldozer, mi-cathédrale, qui appartient à une longue série d'engins de chantier construits en style gothique par assemblage d'éléments en acier, finement découpés comme de la dentelle. Wim Delvoye est un remixeur de formes iconiques qu'il associe de façon détonnante et subversive, faisant entrer en collision le sacré et le profane, comme ici avec ce bulldozer, mais aussi avec des visages de Christ tatoués sur des corps de cochon, ou encore des vitraux réalisés à partir de radiographies de squelettes et d'organes, en particulier sexuels et digestifs. Mais il n'est pas nécessaire de s'inspirer du style et des formes gothiques pour construire, au sens figuré, une cathédrale. Rodin consacre à ce sujet une sculpture restée célèbre. Comme souvent pour les œuvres de Rodin, écrit l'historienne d'art Émilie Formoso dans une publication sur cette sculpture, la cathédrale ne reçut son titre que dans un second temps, vraisemblablement en lien avec les cathédrales de France, que Rodin publie en 1914. Le sculpteur lui-même avait fait l'analogie entre les voûtes d'ogive et les mains qui se rejoignent pour prier. Pourtant, un détail révèle qu'il ne s'agit pas de mains en prière. En effet, la disposition identique des pouces montre qu'il s'agit de deux mains droites placées en regard. Rodin a utilisé une technique qui lui est chère et qu'il pratiquait depuis le début des années 1880. L'assemblage de deux éléments indépendants à l'origine, en l'occurrence la copie de deux mains appartenant à des sculptures distinctes, mais qui créent une œuvre nouvelle par leur association. Par le mouvement délicat des doigts qui s'effleurent, il émane de la sculpture une grâce silencieuse qui invite au recueillement. La verticalité éthérée impulse un élan vers le haut qui évoque celui des arches sans fin scandant la nef d'une cathédrale gothique. Les mains, comme une cage ajourée, jouent sur le plein et le vide, l'intérieur et l'extérieur, l'ombre et la lumière. La lumière, justement, était fondamentale dans le travail de Rodin. Tout comme Monet voulut restituer en peinture sa perception des effets de l'atmosphère sur la façade de la cathédrale de Rouen, Rodin tentait de donner vie à la surface de ses œuvres en captant les multiples variations de la lumière ambiante. Selon lui, les gothiques étaient de si grands sculpteurs qu'ils ont communiqué l'illusion de mouvement à la pierre. C'est pour arriver à ces effets qu'ils ont placé leurs figures dans des porches profonds. Ils ont sculpté l'ombre comme les Grecs avaient sculpté la lumière. Aujourd'hui, ce qui fait cathédrale dans mon propre travail, ce sont ces marcheurs, des sculptures en céramique qui fusionnent la forme d'une botte et celle d'un tronc sur lesquels des escargots se sont accrochés. Dressés comme des piliers, ils forment une assemblée humaine, animale et végétale, réunie dans la pénombre d'une salle d'exposition. Œuvre horizontale et verticale, elle est religieuse au sens où elle relie, du latin religio, religare. Immanente et transcendante, elle invite à voir la forêt, symbole de la nature, comme une cathédrale, et la marche en forêt comme une activité spirituelle, une façon de se relier à la transcendance de la nature, de notre propre nature. Merci. D'abord, merci pour cette présentation et c'est une belle découverte que celle de votre œuvre, sincèrement. Donc, par rapport à la question qui est posée, je me demande aussi si aujourd'hui les artistes ne souhaitent plus construire de cathédrales, est-ce que c'est pas aussi parce que pendant très longtemps les pouvoirs et notamment en Occident on va dire les religieux, c'était les religieux qui commanditaient, ou alors c'était le pouvoir qui commanditait les œuvres, qui les commandait. Il y avait
peu de personnalisation de la part des... Enfin, je reformule, parce que je suis prise en photo, donc je suis troublée. Oui, donc pendant longtemps, c'était le pouvoir en place qui commandait des œuvres d'art, et aujourd'hui, les artistes ont pu... Enfin, il y a une individualisation de la pratique artistique, où ce sont les artistes qui peuvent vraiment exprimer ce qu'ils sont et faire passer un message. Et est-ce que pendant longtemps construire des cathédrales ou autres monuments gigantesques, etc., est-ce que c'était pas, on va dire, la volonté des pouvoirs et pas la volonté de l'artiste? Et aujourd'hui, l'artiste construit ses propres cathédrales qui ne sont plus les cathédrales. Alors oui, ce que vous dites en fin d'intervention, effectivement, oui, tout à fait. Les artistes, je pense, enfin certains, ou même inconsciemment, reconstruisent à leur manière des cathédrales, hein, dans le sens où c'est la dimension, ce qui leur permet de se relier au monde, de se relier aux autres. Hein. Et là, oui, il y a quelque chose de religieux, il y a quelque chose de transcendant, enfin, qui les transcende eux-mêmes. Hein. À l'époque des cathédrales, de la construction des cathédrales, il y avait, enfin, la notion d'artiste n'existait pas vraiment. Donc, je pense que la question se posait pas. Mais bon, dans certaines des cathédrales sont remplies de chefs-d'œuvre, et parfois, enfin, je pense que même en artiste aujourd'hui, on peut œuvrer à quelque chose qui nous dépasse, parfois même sans s'en rendre compte. Et il y a une sorte de, c'est parfois cet oubli de soi-même qui pourrait être plus intéressant, plutôt que de construire ses propres cathédrales qui valoriseraient, enfin qui nous valoriseraient nous-mêmes en tant qu'artistes. Ça, quelque part, c'est un petit peu vain. Ce qui est plus intéressant, oui, c'est là une dimension, enfin, ça peut sembler un peu idéaliste, mais oui, c'est quelque chose de supérieur. Alors là, en l'occurrence, je prends l'exemple de la nature, hein, le fait de se relier à la nature, de se relier à notre propre nature et à ce qu'il y a de transcendant et de pur dedans. Oui, là, il y a quelque chose de, je pense, qui rend tout à fait actuelle la démarche spirituelle qui a, je pense, toujours existé dans le fait de créer. Donc moi, ma conclusion, c'est pas que les artistes contemporains ne souhaitent plus construire de cathédrales, c'est que bon, de toute façon, c'est vrai qu'au sens premier du terme, ils ne sont plus associés à ces constructions. Donc voilà, la question ne se pose même pas. Mais au sens figuré, oui, il y a toujours cette démarche, je pense, de dépassement de son propre travail et de son propre soi ou de son propre moi dans l'acte de créer. Merci beaucoup, Mathieu Fourie, pour votre présentation qui donc tentait de répondre à la question: les artistes contemporains rêvent-ils de construire des cathédrales? Ici, donc, la cathédrale a vraiment été finalement la métaphore qui a permis donc de suivre l'ensemble de votre projet, de votre présentation. Qui fondamentalement en termes structurels, puisqu'on parle de cathédrale, fonctionnait plutôt en 3 temps. Le premier, vous vous intéressiez à votre propre pratique de manière assez méthodologique et méta. Et en ça, c'était extrêmement intéressant de voir comment l'artiste qui réalise, réfléchit à sa propre pratique et aussi montre par différentes photos, etc., comment l'acte créateur se fait. Pour cela, vous nous avez surtout présenté une commande qui représentait donc un gorille assez gigantesque, et en ça déjà qui fait monument et cathédrale. Et donc en nous montrant d'abord donc les différents dessins d'études, les maquettes. Et ensuite les débuts vraiment de taille, au sens de tailler, que ce projet impliquait, le contexte et la réflexion intellectuelle aussi derrière, de savoir dans quelle mesure, dans quel contexte ce projet prend place, et voir aussi l'importance du contexte pour voir la portée qu'on lui donne. Donc si on se situe dans un art écologique, ça lui donne pas la même portée. Le fait que ça soit dans le Palais des Papes ne lui donne pas la même portée. Donc vous-même, le sens que vous mettez à cette œuvre lui donne encore une portée différente. Donc le premier moment de votre présentation, donc vraiment, était un moment réflexif sur une de vos œuvres.
enfin surtout sur une de vos œuvres. Le deuxième moment s'intéressait à voir la représentation de l'architecture dans l'art, et notamment sur les questions donc du temple et de l'édification, en prenant différents exemples. Ce que j'ai retenu en manière générale, c'est que une représentation de l'architecture supposait vraiment une réflexion sur la ligne. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu, du fait que le château-cœur, donc outre le fait que voilà, du fait qu'il soit situé dans le château de Tarascon, ça lui donne une certaine portée, mais le travail sur les lignes permet donc de mettre en avant de manière un petit peu métonymique le travail sur les lignes de l'architecture, de la même manière que votre travail à partir de la représentation de la crucifixion de Veine Plaisance travaille vraiment une ligne et la manière dont les dégoulinures se font. Il y a un autre travail donc sur la représentation architecturale. Et le dernier moment de votre exposé répondait de manière frontale à la question de votre présentation. Donc en travaillant sur cette notion de cathédrale et en montrant comment finalement ce monument symbolise un idéal esthétique et technique qui peut être métaphore de l'œuvre d'art dans toute sa dimension transcendantale. Et pour ce faire, notamment, vous convoquiez Rodin avec sa structure donc de mains jointes qui, par-delà la jonction des mains et la réflexion sur la cathédrale comme lieu de lien, et aussi une réflexion sur les effets de figure et de lumière et de ce qui n'est pas sculpté finalement. Je retiendrai à la fin aussi que par-delà en fait ce monument qu'est la cathédrale, vous avez aussi employé l'expression de faire cathédrale, donc qui est aussi finalement l'objectif des artistes qui peuvent être de créer sa propre cathédrale. Et donc pour reparcourir en fait sous un autre jour votre présentation, je voudrais mettre un peu en avant 3 éléments en fait qui me semblaient me convoquer par la métaphore de la cathédrale que vous avez mobilisée tout du long. D'abord la cathédrale fondamentalement du grec, c'est l'élément du siège, donc ce qui tient de la fondation, et donc à partir de là j'ai l'impression que les artistes contemporains rêvent de construire des cathédrales du fait que ils mettent en place une intimité de leur projet, une intimité de leur réflexion. Donc voilà, ils se fondent sur le projet pour ensuite lui donner naissance. Donc à partir de là, en fait, il y a une prise de racine pour mieux s'élever qui fonctionne, je pense pas trop mal avec la métaphore de la cathédrale. Finalement, on en arrive à quelque chose aussi qui fondamentalement se pose. Je veux dire, on est face à un gorille monumental, on est face à différentes structures qui vraiment font siège dans un espace, et de ce point de vue-là occupe un espace et place des fondations. Le deuxième élément de la métaphore de la cathédrale, vous en parliez, c'est que c'est quelque chose qui a trait au religieux, et de ce point de vue-là a vocation à lier à la fois une réflexion des hommes au transcendantal, c'est l'espace qui permet donc de mettre en relation l'homme et Dieu, mais aussi qui permet de lier l'artiste et son public, et aussi la communauté artistique. Je retiens par exemple le fait que la position du gorille dans le Palais des Papes a donné lieu aussi à une exposition photo, et donc finalement la configuration particulière de cet instant permet de passer d'un acte de création à une création, à un nouvel acte de création, à une nouvelle création, etc. Donc finalement en fait faire cathédrale c'est aussi faire du lien avec des aspirations réflexives, faire du lien avec le public, mais aussi faire du lien dans la communauté artistique. Et enfin, finalement, la cathédrale me semble une bonne métaphore pour montrer ce qui a trait au monumental, donc c'est-à-dire au monument de ce qui va rester et de ce qui est colossal, mais aussi au monument dans toute son intimité artistique, finalement, en fait, dans
la singularité de l'artiste, on a aussi en fait la monumentalité d'un sujet qui s'exprime. Et donc à partir de là, c'est pour ça que votre expression finale de faire cathédrale m'a beaucoup marqué, parce que elle permet donc de mettre en avant cet aspect du poienne, du faire, de la pratique. Qui montre que, en fait, si les artistes contemporains rêvent de construire des cathédrales, c'est aussi parce que finalement, ils sont dans le faire, à la fois dans l'action de la réalisation, mais aussi dans la production pratique du résultat artistique. Merci, tu semblais. Merci beaucoup.